pictures on your wall. When we never left the house, cause it felt better in your arms. Think about the summer days when I'm sleeping on my own. Just hoping one day you'll return my call. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au WEX, ici à Marchand-Famenne, pour cette 5e édition du Smart City Wallonia. Vous étiez peut-être déjà avec nous ce matin. Nous commençons la deuxième partie de cette journée avec une thématique qui est bien d'actualité. Un point d'interrogation, pas de Smart City sans 5G, point d'interrogation. Car comme vous l'avez deviné aussi, je ne suis pas Sacha Daout. Sacha Daout a eu un empêchement. J'ai donc le plaisir de vous accompagner durant cet après-midi et surtout aussi le plaisir d'accueillir nos invités. En visio, nous allons rejoindre dans un instant Emmanuel Duquesne, Business Group Leader Télécom chez Agoria. Nous rejoindrons ensuite Pascal Poty, responsable du pôle prospective et intelligence territoriale à l'Agence du numérique. Et en plateau, nous aurons avec nous Cédric Gelpi d'Engie qui nous présentera une alternative à la 5G. Des questions, des réflexions, le chat est ouvert, nous attendons vos réactions. Et nous rejoignons directement Emmanuel Duquesne qui va nous expliquer, qui va planter le décor, nous expliquer les enjeux de la 5G. Oui, merci Pascal. Voilà, je m'appelle Emmanuel Duquesne. Je suis Business Group Leader Télécom pour Agoria. Je m'entends fort en écho. Agoria est donc la fédération des entreprises digitales et manufacturières de Belgique. Nous regroupons plus de 2000 entreprises actives donc dans ces secteurs, ce qui représente environ 300 000 emplois en Belgique et encore 300 000 emplois indirects. Et nous soutenons donc nos industries, dont les télécoms, dont je suis responsable. Et je m'occupe plus particulièrement des questions relatives aux infrastructures télécoms en Belgique et en région wallonne. Donc, je commence la présentation. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui donc les enjeux de la 5G pour les Smart Cities, en commençant par vous montrer un peu quelle est la situation en Belgique à ce sujet aujourd'hui. On sait que la Belgique occupe la 9e place au classement européen DESI, c'est l'index de la société et de l'économie digitale européen, qui comprend plusieurs critères et pour lequel nous sommes assez bien classés en 9e place, au-dessus de la moyenne européenne, comme vous le voyez sur ce slide. Et par contre, au sein de cet indice, là où elle performe le moins bien, la Belgique donc, c'est pour ce qui concerne les services publics numériques. Vous voyez que selon dans les différents critères qui sont pris en compte pour classer les différents pays européens dans cet index, on se situe un peu en dessous de la moyenne en ce qui concerne les services publics numériques. Et cela est dû en fait également au manque de préparation à l'adoption de la 5G, puisque vous voyez ici que la moyenne européenne est de 21%, alors qu'en Belgique, on se situe à 3%. Donc ce sont vraiment deux domaines dans lesquels la Belgique se classe assez mal au niveau européen, les services publics numériques d'une part, et l'adoption de la 5G. Ce sont évidemment deux critères qui sont très importants pour le développement des smart cities. Alors en Wallonie, où en est-on ? En Wallonie, comme vous le savez peut-être, l'accord de gouvernement prévoit que la 5G sera réalisée après une évaluation sur l'environnement, la santé publique, l'efficacité économique, la sécurité des données et le respect de la vie privée. Il y a un groupe d'experts qui travaille actuellement à l'établissement d'un rapport sur toutes ces questions qui sera prochainement remis au gouvernement wallon et discuté également au Parlement pour pouvoir avancer sur la 5G en Wallonie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la 5G ? En quoi ça consiste ? En quoi elle est différente de la 4G ? Eh bien, cette technologie présente trois caractéristiques principales qui la distinguent de la 4G. C'est tout d'abord ce qu'on appelle un temps de latence qui est de l'ordre d'une milliseconde, contre aujourd'hui avec la 4G
30 à 40 millisecondes. Ça veut dire qu'avec la 5G, on travaille quasiment en temps réel et ça permet des applications très très critiques dans certains domaines, comme par exemple la téléchirurgie, les véhicules connectés et encore bien d'autres domaines. Une deuxième grande caractéristique, c'est aussi sa vitesse, puisqu'on passe de vitesse actuellement de 30 mégabits par seconde à des vitesses de 100 mégabits par seconde assez classiquement et jusqu'à 20 gigabits par seconde en vitesse de pointe. Et c'est aussi une troisième caractéristique qui est le nombre d'objets connectés ou connectables au kilomètre carré et qui peut aller jusqu'à 1 million d'objets donc au kilomètre carré. Alors que avec le réseau 4G actuel, on arrivera progressivement à une saturation du réseau existant. Et donc, c'est une technologie qui est essentielle au développement des smart cities pour toute une série d'applications qui seront importantes dans ces villes intelligentes, en matière, par exemple, de gestion du trafic, de multimodalité, des véhicules connectés, des réseaux énergétiques intelligents, par exemple, des immeubles et de la domotique, je dirais, de manière générale, et bien sûr, dans le contexte actuel également, du télétravail, qui deviendra certainement la norme après la crise du Covid. Alors pourquoi cette 5G est-elle nécessaire aujourd'hui ? Elle permettra de répondre notamment à l'augmentation exponentielle du nombre d'objets connectés. Comme vous le voyez sur ce graphique, l'évolution en milliards d'objets connectés entre 2015 et 2025, c'est une évolution exponentielle. On a aujourd'hui beaucoup plus d'objets connectés que de smartphones et ce réseau mobile doit permettre justement d'absorber cette croissance du nombre d'objets connectés. La 5G permettra aussi d'assurer notre compétitivité sur la scène européenne, puisqu'on voit qu'un peu partout en Europe, des services commerciaux de la 5G commencent à se développer. Fin décembre, 24 États membres de l'Union européenne avaient déjà lancé les premiers services commerciaux. Et en Belgique, on s'en souvient, l'année dernière, la 5G Lite avait été lancée et une full 5G, si je puis dire, peut maintenant être également mise en service grâce aux licences temporaires qui sont allouées par l'IBPT depuis l'été dernier. Le gouvernement fédéral vient également d'approuver la mise aux enchères des bandes de fréquences, d'approuver les textes qui vont permettre cette mise aux enchères à la fin de cette année, on l'espère. Et sur base de tout cela, on a déjà quelques projets pilotes de la 5G qui commencent à se développer, certainement en Flandre, du côté du port d'Anvers, et des sociétés qui sont également actives sur le port d'Anvers, comme BASF, Covestro, Borealis, ou ArcelorMittal également. La 5G aura aussi un impact économique important, puisqu'on estime que les futurs emplois liés à la 5G se monteront à 10 000 d'ici 2035. Et si on prend également en compte les emplois indirects qui seront créés autour, disons, de la chaîne de valeur de la 5G, on pourrait estimer un gain d'emploi de plus de 100 000 d'ici 2035. Ce sont également des investissements importants de la part du secteur des télécoms, puisque, à titre indicatif, ces 9 dernières années, le secteur des télécoms a investi plus de 9 milliards d'euros dans notre économie. Alors, on se pose toujours la question de savoir si la 5G finalement est bonne ou mauvaise pour la santé. Alors, quelques éléments d'information par rapport à cela. Un point de vue assez technique, mais qu'il est toujours nécessaire ou intéressant de rappeler, c'est que toutes les ondes qui sont utilisées par le réseau de téléphonie mobile sont des ondes non ionisantes. Et comme vous le voyez donc sur ce schéma, ça veut dire que ce sont des ondes qui sont utilisées par toute une série d'autres applications qu'on connaît bien, qu'on connaît depuis longtemps, comme la radio, la télévision. Ce sont des ondes qui se distinguent des autres ondes qu'on peut utiliser à l'hôpital pour faire des radiographies. C'est aussi des ondes qui sont bien en dessous de la lumière visible du soleil et qui nous fait attraper des coups de soleil, par exemple. Et donc, la définition même des ondes non ionisantes, c'est qu'elles n'ont pas assez d'énergie pour impacter la matière.
qui détermine les normes d'émission des antennes au niveau international et au niveau belge? Eh bien, c'est l'ICNIRP qui applique le principe de précaution dans l'établissement de sa recommandation internationale. Donc l'ICNIRP, c'est une association internationale qui, toutes les quelques années, réexamine toute la littérature scientifique existante pour établir quelles doivent être les limites d'émission des antennes pour éviter tous effets nocifs sur la santé. Les recommandations de l'ICNIRP ont été mises à jour l'année dernière pour tenir compte de la 5G, et l'ICNIRP applique déjà dans sa recommandation un principe de précaution en recommandant une norme qui est 50 fois inférieure au seuil au-delà duquel les premiers effets nocifs sur la santé sont établis. C'est une norme qui est appliquée dans la plupart des pays européens, sauf en Grèce, en Bulgarie, en Italie, je crois, et sinon c'est une norme qui est appliquée dans tous les pays européens. En Belgique, par contre, on applique une deuxième fois le principe de précaution, puisqu'on recommande une norme qui est bien inférieure à cette norme internationale, et qui est donc, en Wallonie en particulier, plus de 4 fois plus stricte que la recommandation internationale. Et maintenant, quelques informations également sur l'efficacité énergétique et l'empreinte carbone des télécommunications et de la 5G en particulier, puisqu'on entend souvent dire qu'il va y avoir un effet rebond, que ça va avoir un impact important sur l'efficacité, sur le climat, disons. Eh bien, il faut savoir que la 5G a une efficacité énergétique 10 fois supérieure à la 4G, ce qui va lui permettre en fait de transporter 10 fois plus de données que la 4G avec la même énergie. Alors, compte tenu du déploiement initial de la 5G, on s'attend tout de même, c'est vrai, à une petite augmentation de la consommation d'énergie électrique, mais ça va être progressivement compensé par toute une série de mises au point, je dirais, aussi bien dans le réseau des télécommunications lui-même que dans le matériel et les équipements qui sont utilisés pour le déploiement de la 5G. Et ça tiendra aussi à une particularité de ces antennes 5G qui sont dites, c'est un peu technique, mais à faisceau orientable, et qui donc permettent de ne s'allumer que quand il y a des utilisateurs actifs. Elles s'éteignent donc quand il y a personne qui est connecté, et notamment la nuit par exemple. Il faut également remettre le secteur des télécommunications et du digital en perspective par rapport à d'autres secteurs en termes d'empreinte carbone, puisque comme vous le voyez ici sur ce schéma, on a à gauche tous les secteurs, disons, classiques comme le transport, le résidentiel, l'industrie, qui représentent une très grande part, évidemment, des émissions de carbone et donc de l'empreinte carbone, alors que le secteur numérique et le secteur des communications ne représentent finalement qu'une part assez relative de toutes ces émissions, étant donné que tous ces réseaux fonctionnent avec de l'électricité, qui est une énergie assez propre. Et donc les opérateurs, par ailleurs, sont engagés de longue date à réduire leur consommation énergétique, et certains d'entre eux sont même aujourd'hui certifiés neutres en CO2. Alors, plus concrètement, quelles peuvent être les applications de la 5G pour les smart cities ? J'ai voulu prendre quelques exemples qui se développent aujourd'hui en Belgique. Il y en a évidemment beaucoup d'autres au niveau européen, mais c'est sans doute intéressant de savoir ce qui se passe dans notre pays. Et donc, à Anvers, on a lancé il y a quelques mois un premier réseau privé 5G qui est dénommé Minerva, et qui fonctionne grâce à une particularité de ces réseaux 5G, qui a la possibilité de créer des réseaux privés. Et des réseaux privés, ça veut dire en fait réserver de la bande passante sur le réseau pour certains services critiques ou certains usages particuliers. Et donc ça trouve évidemment un intérêt pour tout ce qui concerne les services de sécurité ou le service de secours. Et dans le cadre du réseau Minerva, donc c'est la ville d'Anvers, le port et la police et les pompiers qui ont collaboré à la mise en place de ce réseau privé.
Il y a aussi des applications mobiles qui se mettent en place pour les services de secours, comme par exemple pour les pompiers. Il y a une app d'intervention INA qui a été lancée à Anvers également et qui permet vraiment aux pompiers de pouvoir intervenir avec un maximum d'informations en temps réel sur, par exemple, la localisation des bouches incendies, si il s'agit d'une substance dangereuse, toute l'info directe sur la substance en question. Et donc, ce type d'application fonctionne aujourd'hui également avec la 4G, mais c'est évidemment le développement de toute une série d'applications dans tous les secteurs qui va rendre demain la 5G nécessaire en Belgique. Alors, on trouve aussi des applications dans la circulation, les feux intelligents, les véhicules et les transports connectés. Tout ça, ça a aussi un effet bénéfique, disons, sur les embouteillages et sur la qualité de l'air. Et donc, il y a déjà quelques tests aussi également, comme on le voit ici avec une navette de la STIB. Et je pense que c'est un projet également à Louvain-la-Neuve cette année-ci. Et on pourra encore citer, par exemple, les communautés d'énergie renouvelable qui fonctionnent aussi avec la 4G aujourd'hui, mais avec une multiplication des sources d'énergie renouvelable et donc du nombre de capteurs, de senseurs qui devront intervenir dans le réseau pour en faire un réseau plus intelligent et permettre d'alterner, de compenser en permanence la production et la consommation d'énergie. Certainement que la 5G sera une application intéressante aussi dans ce domaine-là. Voilà, il ne s'agit que de quelques exemples. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais mon temps de parole était limité. Donc voilà, j'espère pouvoir vous répondre à d'autres questions dans le cadre de questions-réponses à l'instant. Merci. Merci Madame Duquesne. Ben, oui, effectivement, quelques questions. Une première question, quelles sont les attentes du secteur pour avancer dans le déploiement de la 5G en Wallonie ? Eh bien aujourd'hui, en Wallonie, on est déjà bien avancé avec un cadre fiscal qui est assez favorable au déploiement des réseaux télécoms. On a signé avec le gouvernement wallon l'année dernière un accord qui facilite, disons, les investissements dans le réseau de télécommunications. Il sera nécessaire en Wallonie d'adapter cette norme, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation. La norme aujourd'hui en Wallonie est trop stricte pour faire un déploiement à grande échelle de la 5G et donc devra être revue à la hausse, idéalement en s'alignant sur la recommandation internationale qui est utilisée dans tous les pays européens et qui offre selon nous toutes les garanties en matière de santé. Alors, une question qui nous arrive via le chat. Est-ce qu'un déploiement partiel de la 5G sur une partie de territoire communal est possible ? Sur une partie de territoire communal, c'est sans doute assez compliqué. Je crois, pour répondre à cette question qu'on nous pose souvent, et je réponds systématiquement qu'en pratique, c'est ce qu'il va se passer. Les opérateurs vont déployer la 5G dans un premier temps dans toute une série d'applications business to business, donc en direct avec certains clients, certaines parcs industriels par exemple, et puis progressivement la 5G sera déployée pour l'ensemble de la population dans toute la Wallonie. Donc au niveau technique, c'est assez difficile de localiser la 5G sur une partie du territoire, mais aussi au niveau économique pour les opérateurs, puisque pour eux, ce sont des investissements très très importants et que donc ça n'a pas de sens économiquement de limiter cette 5G à certaines parties du territoire. Est-ce que vous estimez que le public est suffisamment informé sur les enjeux de la 5G et dans quel niveau de qualité d'information aussi ?
Eh bien, je distinguerais certainement à ce sujet la presse traditionnelle ou les médias traditionnels et les réseaux sociaux, puisque je pense que la presse et les médias traditionnels relaient en général fidèlement l'état de la science à ce sujet, mais aussi l'état des inquiétudes et des préoccupations qui s'expriment à propos des réseaux de télécommunications mobiles. C'est une autre histoire sur les réseaux sociaux où là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui répandent de fausses informations. Il manque manifestement encore d'informations objectives et officielles sur ces sujets, puisque si c'était le cas, s'il y avait suffisamment d'informations, il y aurait certainement moins de désinformations sur les réseaux sociaux. Et donc, on se réjouit que la ministre Groen Petra de Sutter, au niveau fédéral, prenne l'initiative de lancer une plateforme de connaissances sur la 5G et sur la téléphonie mobile en général, pour que les citoyens puissent, et les élus locaux également, puissent au même endroit trouver toute une information objective et scientifique, disons, sur ces questions qui émergent. Alors, une question qui arrive via le chat. Quels sont les KPIs utilisés dans les user cases partagés afin d'évaluer la pertinence de la 5G? Je ne comprends pas très bien la question, je vous avoue. Alors malheureusement, je n'ai pas plus de détails dans le chat et je ne peux pas vous éclairer beaucoup non plus. Je vous dirais que quand un opérateur prospecte auprès de clients potentiels pour développer la 5G, il est toujours question de mettre en adéquation les besoins d'un client avec la solution technologique la plus appropriée. Donc, la 5G va répondre à certaines applications au sein d'une entreprise, par exemple pour des chaînes de production qu'il faut remanier ou changer de place régulièrement. Un réseau mobile ultra fiable comme celui de la 5G va trouver une application, alors que pour d'autres usages au sein d'une entreprise, comme par exemple les ordinateurs personnels et la connexion des employés peut très bien se faire via du Wi-Fi, voire même avec des connexions fixes, bien que ce soit de moins en moins le cas avec l'usage des ordinateurs portables. Donc, c'est pas vraiment des KPI, c'est une évaluation un peu au cas par cas en fonction des besoins d'une entreprise qu'on va évaluer quelle est la solution technologique la plus appropriée. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais... Je l'espère en tout cas. Il y a une autre question qui nous demande, un interlocuteur qui nous demande s'il faudra multiplier par combien, le cas échéant, le nombre d'antennes pour distribuer la 5G. Oui, ça justement, je suis contente qu'on me pose la question, puisqu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent à ce sujet. Et en fait, le nombre d'antennes à déployer pour la 5G dépend très largement de la norme qui sera adoptée, puisqu'en réalité, plus la norme est basse, comme c'est le cas en Wallonie, plus il faut déployer d'antennes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Et donc, on peut dire qu'avec une norme qui serait alignée sur la recommandation internationale, il y aurait effectivement beaucoup moins, si pas aucune nouvelle antenne à déployer en Wallonie. Donc on avait fait des simulations de ce genre pour la région bruxelloise et on avait obtenu comme résultat qu'en gardant la norme bruxelloise, il faudrait déployer 10 000 antennes supplémentaires par opérateur. En adoptant une norme intermédiaire, il n'y avait plus que 5 000 antennes à déployer, alors qu'avec une norme alignée sur la recommandation internationale, on ne devait déployer aucune nouvelle antenne. Donc on n'a pas fait ce genre de calcul pour la région wallonne, mais le raisonnement reste identique. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Je pense qu'on voit déjà un peu mieux quels sont les enjeux de la 5G. On va entrer en communication avec Pascal Potty. Le temps de le joindre. Et avec Pascal Potty, on va aborder la 5G au service du développement des territoires.
Je ne sais pas si la communication est déjà établie. Encore un petit instant. Pascal Poty, donc de l'Agence du numérique, responsable de l'intelligence territoriale. Et ben voilà, bonjour Pascal Poty. Bonjour Monsieur Belper. Vous allez donc nous entretenir, un peu répondre à quelques questions complémentaires par rapport à l'intervention d'Emmanuel Duquesne. La 5G pour quand ? Pour quand et pour qui ? Pourquoi faire ? Quelles évolutions en attendre ? Voilà, on est tout oui. Bien, merci. Tout d'abord, on pose beaucoup de questions et c'est bien légitime. Je considère que nous sommes dans une phase un peu délicate en termes de déploiement de la 5G parce que nous sommes entrés dans un débat extrêmement polarisé. D'un côté, nous avons les anti-5G et de l'autre côté, vous savez, c'est la fameuse formule de la société Amish popularisée par un président voisin. La vérité est vraisemblablement entre les deux. Et d'ailleurs, le thème même de cet atelier, qui était consacré exclusivement à la 5G, est peut-être en soi trop réducteur. Il faut parler de la connectivité dans son ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Les technologies se complètent les unes les autres afin d'obtenir un certain nombre d'objectifs. L'objectif principal pour les élus locaux qui sont aujourd'hui avec nous, c'est comment ils organisent l'aménagement numérique de leur territoire. Comment est-ce qu'ils peuvent proposer directement ou indirectement de nouveaux services et donc sortir de cette polarisation d'un débat devenu extrêmement conflictuel me semble d'abord un préalable et donc de raisonner en connectivité globale me semble être le premier préalable. J'ai vu beaucoup de questions arriver sur l'importance de la fibre par exemple. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire plus vous avez en général de fibres, plus vous avez de solutions également sans fil, parce qu'à un moment, il faut bien raccorder ces tours d'antenne à, bien évidemment, des réseaux fixes extrêmement performants. Ensuite, ce que je voudrais vraiment dire pour rassurer, je l'espère, le public présent, c'est qu'on a souvent présenté la 5G telle qu'elle va arriver dans les mois qui viennent comme une révolution. Ça n'est pas une révolution, c'est d'abord une évolution substantielle, mais d'abord une évolution dans l'ordre technologique des choses. Vous savez que pour une génération mobile numérique, il faut 10 ans de préparation, 10 ans de recherche, 10 ans pour gagner en maturité et 10 ans finalement pour progressivement éventuellement s'éteindre. Donc la 5G n'échappe pas à ce rythme et les premières solutions 5G qui vont être déployées sur les bandes de fréquences qui seront allouées sont des bandes de fréquences qui sont déjà utilisées depuis plus d'une vingtaine d'années dans de nombreux pays, y compris dans certains cas en Belgique et notamment pour ce qu'on appelait communément la boucle locale radio, c'est-à-dire plutôt pour couvrir d'ailleurs des zones blanches historiquement et finalement la réappropriation de cette bande de fréquences va permettre de déployer une 5G, qui est une 5G, je dirais, de première génération, qu'on appelle souvent dans un langage plus technique, excusez-moi du terme, mais non-standalone. Donc, on va travailler la partie des antennes, des équipements, ce qu'on appelle l'interface d'accès. Et puis seulement, on s'attaquera au cœur de réseau, parce que le cœur de réseau va rester encore 4G au départ. On va s'attaquer au cœur de réseau, qui lui, probablement, deviendra d'ici quelques années, vers 2023, à peu près, un cœur de réseau à proprement 5G. Et c'est là que nous aurons véritablement des usages, comme Emmanuel Duquesne l'a rappelé à juste titre, des usages nouveaux, notamment dans un certain nombre de verticales, l'industrie, la santé, les smart cities notamment, et on pourra notamment développer pleinement ces réseaux d'objets connectés grâce à cette évolution très substantielle de la 5G à partir de ce moment. Et puis, dernier point également sur ces évolutions, c'est qu'il ne faut jamais considérer la 5G toute seule. C'est pas la 5G qui va résoudre ou amplifier les problèmes du monde. Il faut sortir de ce halo médiatique, cette surestimation. En fait, la 5G va être une composante dans un cocktail plus large
de technologies. Ces technologies, on en parle très régulièrement dans la presse. Il s'agit par exemple de l'intelligence artificielle, il s'agit par exemple de tout ce qui est edge computing, et notamment rapprocher la puissance de calcul de là où se décide la valeur notamment, et puis de tout ce qui est objet connecté. Et en fait, c'est ce cocktail de différentes technologies qui produira des effets en termes d'usages nouveaux. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, à chaque fois que des interlocuteurs citent les différents usages, on est souvent davantage sur l'incantation ou sur la promesse qu'autre chose, parce que personne n'a encore validé véritablement un certain nombre d'usages clés aujourd'hui. Cela va prendre encore un peu de temps. Il faut avoir le courage, par contre, de décliner des expérimentations. Il faut que le territoire wallon devienne également un territoire d'expérimentation pour qu'on puisse valider ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et notamment comment on fait fonctionner cette complémentarité des différents réseaux. Et puis, il y a souvent des questions qui reviennent, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, sur l'inquiétude légitime d'un certain nombre de citoyens par rapport à ce déploiement de la 5G. Alors, on parle souvent de la santé, mais ce n'est pas le seul problème. D'autres problèmes peuvent se poser, qui sont des problèmes, par exemple, de cybercriminalité. Comment est-ce qu'on protège un réseau comme celui-là notamment, et vous voyez tous les jours dans la presse des hôpitaux, des collectivités locales qui sont attaquées aujourd'hui, qui doivent faire face à des attaques de ransomware. Tout ça est une même problématique sur les risques, je dirais, globaux à gérer. Alors pour la question plus spécifiquement de la santé, je crois qu'on est dans des normes extrêmement bien balisées aujourd'hui. Ces normes seront probablement amenées à évoluer un peu, mais là aussi il faudra objectiver le débat. Je vous renvoie par exemple à des expériences qui sont menées actuellement en France par l'Agence nationale des fréquences, qui a déployé un certain nombre de capteurs permettant de mesurer l'intensité du champ électromagnétique dans différentes villes en France. Ces données sont publiées en temps quasi réel sur un portail accessible à l'ensemble des citoyens français, et qui permet de vérifier sur la durée l'évolution de ces champs en fonction notamment de l'état du trafic, et cela permet véritablement d'objectiver le débat en matière de 5G. Et puis, un point très important aussi, j'ai parlé d'aménagement du numérique du territoire. Je pense que très clairement, nos élus locaux aujourd'hui, ils sont entre le bois et l'écorce. Il faut se mettre à leur place. C'est une situation, c'est une situation, qui n'est pas facile, au sens où évidemment les citoyens viennent avec des requêtes légitimes vers eux en se posant un certain nombre de questions. Ils n'ont pas forcément tous les outils en main, et pourtant souvent, ces mêmes élus locaux sont confrontés à des questions très concrètes de leurs citoyens qui leur disent, et croyez bien, je vais souvent à leur rencontre, qui leur disent c'est très bien de nous parler de 5G, mais nous, pour l'instant, on n'a toujours pas d'une bonne couverture 4G. Donc là encore, il y a un effort particulier. Vous savez que la région, Emmanuel l'a rappelé, la région s'est engagée également à nouveau dans un processus permettant finalement de poursuivre cette montée en débit sur des réseaux existants, et notamment sur la 4G, qui a encore des performances à démontrer aujourd'hui. Et je peux comprendre ces inquiétudes légitimes. Quand on n'a pas aujourd'hui de 4G, on peut pas faire grand-chose et on est exclu. C'est la double peine. On est exclu parce qu'on vit sur un territoire qui n'est pas couvert, et finalement on paye le même prix que les autres, donc pour moins de services. Et ça, évidemment, pour l'équilibre des territoires, ce n'est pas acceptable. Donc là, il faut travailler encore aujourd'hui, et nous le faisons, croyez-le bien, au quotidien avec l'ensemble des acteurs impliqués, pour faciliter aujourd'hui l'accès à cette connectivité, à ce bon débit, dirait-on, pour pouvoir mener aujourd'hui un certain nombre d'actions au niveau notamment des citoyens, des élus locaux. Je pense notamment à l'accès, en effet, on a parlé du télétravail, mais l'accès à la connaissance en général, l'accès à la formation, l'accès aux soins à distance dans certains cas, bien évidemment, et puis l'accès aux procédures administratives qui sont sans arrêt en train d'être dématérialisées. C'est aujourd'hui un lien vital qu'il faut maintenir.
La 5G peut y participer. Je rappelle que dans certains pays, aujourd'hui, la 5G est déjà disponible d'ailleurs en milieu rural. Ce n'est pas réservé qu'au centre-ville à terme. C'est quelque chose qui peut être évolutif. Il y a plusieurs pays européens où d'ailleurs, pour différentes raisons, n'entrons pas dans le détail, mais certains territoires ruraux ont parfois été privilégiés. Vous savez, ne serait-ce qu'en France aujourd'hui, les grandes métropoles se sont opposées au départ à la 5G. Eh bien, résultat des courses aujourd'hui, environ 1500 communes sont déjà couvertes par différents types, on va dire, de 5G. Et parmi ces communes, il y a de très petites communes et il y a notamment des communes rurales qui bénéficient aujourd'hui de ce service. Et après, on peut décliner ce service, bien évidemment, avec ce que j'appellerais un peu la fibre dans ma poche, en quelque sorte, puisque là où la fibre n'ira pas, parce que c'est trop compliqué, ou cela reste très très cher, peu rentable pour les opérateurs qui vont la mettre en œuvre, à terme, les solutions, ce qu'on appelle de wireless fixed access, permettront ce genre de situation. Elles sont déjà à l'œuvre en matière 4G. On voit des solutions de ce type qui sont déployées chez certains opérateurs. Et là encore, l'amélioration de la couverture du réseau devrait permettre de résoudre des cas qui peuvent être des cas critiques, je le rappelle, pour un certain nombre de citoyens aujourd'hui. Et je terminerai par ce point très important de la complémentarité des différents réseaux. Tout à l'heure, nous allons entendre également un acteur important industriel autour d'une technologie qui est connue depuis plusieurs années, qui se déploie également, qui est le Li-Fi. Mais nous avons plein d'autres réseaux déjà aujourd'hui. D'abord, nous avons les réseaux existants. On peut s'appuyer sur des réseaux qui ont été déployés spécifiquement, par exemple, pour l'Internet des objets et avoir des complémentarités naturelles entre des réseaux dédiés comme le LoRa, par exemple, et demain la 4G et la 5G notamment. Et on trouvera ainsi probablement une forme d'équilibre. Encore une fois, il faut raisonner en termes d'usage, il faut raisonner en termes d'expérimentation pour savoir ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et il faut sortir de cette polarisation extrêmement stérile. Merci, Monsieur Poty. On va effectivement dans quelques minutes évoquer la Li-Fi et l'apport de la lumière et voir la part qu'elle peut prendre dans la connectivité globale. Une question qui nous est arrivée sur le chat. Est-ce que tous les objets connectés, et ils sont en nombre exponentiel actuellement, et dans le futur bien sûr, est-ce qu'ils auront un mode avion comme nos portables ? Alors, encore une fois, il existe de nombreux types d'objets connectés. Alors, la question, c'est de dire, c'est pas seulement les objets connectés pour objets connectés, il faut les connecter à quelque chose et pour faire quelque chose. Soyons pragmatiques. Donc, un objet connecté, il sert à remonter de la donnée. Nous vivons dans une économie aujourd'hui de la donnée, et cette donnée, elle va être très utile pour, par exemple, atteindre des objectifs très précis, comme par exemple la transition énergétique des territoires. Les élus locaux sont confrontés déjà aujourd'hui à cette logique de transition énergétique des territoires. Elle va croître, ça va être quelque chose d'extrêmement prégnant dans les années qui viennent. Et bien évidemment, les objets connectés ne sont pas la réponse à tout, mais peuvent permettre en partie d'accompagner ces objectifs de transition énergétique des territoires, avec finalement des objets connectés qui ont une très longue durée de vie. Donc la question n'est pas tant de les passer en mode avion ou pas, on peut toujours faire un certain nombre de choses. Les objets connectés peuvent rechercher eux-mêmes le meilleur réseau. À terme, il y a pas mal de travaux de recherche qui sont faits là-dessus, peuvent se déployer sur des réseaux de type mesh, de type maillé, comme on dit. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir des objets connectés qui ont une très longue durée de vie, qui ont une très longue autonomie et qui finalement consomment très très peu d'énergie pour envoyer, ce qui est quand même l'objectif, pour envoyer finalement ces données lorsqu'elles sont uniquement nécessaires. Et c'est l'ensemble de ces données, lorsqu'elles sont analysées par le cocktail de technologies que je décrivais tout à l'heure, qui permettront d'avoir les résultats, les insights nécessaires pour prendre les décisions au niveau des territoires. Et c'est ça qui compte. Et vous pouvez le faire pour la gestion de l'eau, vous pouvez le faire en matière de gestion des microgrids demain, etc., etc. En matière de smart agriculture, on peut déployer ce genre de solutions quasiment, je dirais, à l'infini, en se rapprochant
fondamentalement des besoins du terrain. Donc l'objectif est d'avoir, encore une fois, des infrastructures pérennes et d'éviter à tout prix l'obsolescence rapide de ces équipements. Bien, il n'y a a priori pas d'autres questions sur le chat. Il y a visiblement quand même un débat assez enflammé entre internautes sur le chat. Moi j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des raisons objectives d'avoir peur de la 5G ? Alors des raisons objectives, non. Vous savez, je suis dans le monde des télécoms depuis bien longtemps. Ma coupe de cheveux en témoigne. Plus simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que malgré mon âge qui devient avancé, j'ai vu beaucoup d'arguments à chaque nouvelle génération numérique mobile notamment. Et ces arguments, si vous les analysez dans le temps, sont toujours les mêmes. Donc la sortie de la 3G par rapport au Wi-Fi, le Wi-Fi dans certains espaces publics, etc., etc. Et en fait, ces arguments varient dans leur intensité, mais ils ne sont pas différents, je dirais, quasiment de décennie en décennie. L'enjeu qui est derrière en fait les craintes, c'est parfois plutôt une accélération patente de l'innovation technologique. Et ce qu'on a perdu dans cette logique-là, c'est sans doute la dimension de progrès. Et le progrès, comme dit la formule, ne vaut que s'il est partagé. Or, pour démontrer le progrès, il faut véritablement aujourd'hui entrer dans une culture de l'expérimentation. Parce que vous ne pouvez pas démontrer préalablement, d'avoir testé quoi que ce soit, l'innocuité de certaines solutions. Il faut toujours prévoir la réversibilité, mais d'un autre côté, vous devez avoir ce principe d'expérimentation, sinon vous n'avez que le pire des mondes avec un principe de précaution qui est nécessaire mais qui est dévoyé au travers uniquement de critères subjectifs autour de l'anxiété. Et aujourd'hui, ce qu'on cultive davantage, c'est l'anxiété d'un certain nombre de citoyens et il faut sortir de ce halo médiatique dans lequel on a enfermé la 5G injustement probablement. Merci Monsieur Poty. On va entrer dans un autre halo maintenant, dans un halo de lumière avec Serdik Gelpi, donc d'Engie. Dans quelle mesure la lumière sera-t-elle demain une source qui va apporter sa pierre à l'édifice dans cette connectivité globale ? Mais on vous écoute, on attend que vous nous éclairiez, Monsieur Gelpi. Bonjour à tous et merci. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui d'une source qui nous entoure au quotidien, hein, c'est la lumière. Et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette lumière peut devenir un nouveau moyen de communiquer ? Est-ce que ça peut aider à déployer un nouveau réseau de communication ? Alors quand on parle de connexion sur un réseau aujourd'hui, soit on le fait de manière câblée, hein, donc on a une connectivité qui est stable, qui est sécure, qui est rapide, ou alors on utilise un moyen de communication sans fil qui est le Wi-Fi, la 4G. On vient de parler actuellement du futur déploiement de la 5G et donc ce sont des moyens de communication qui vont nous permettre d'alimenter tous nos objets connectés. Alors ceci, c'est une vue du spectre radio aux États-Unis. Alors quand on regarde cette photo, il y a une constatation qu'on peut faire, c'est que le spectre est congestionné. Il est quasiment complet. Alors pourquoi on a cette congestion ? Depuis plusieurs années, on a de plus en plus d'objets connectés qui arrivent sur le marché, de l'ordre de 10%. Et à côté de ça, on a un volume de données qui devient de plus important chaque année. Et là, on est de l'ordre de 40 à 50%. Alors, ceci, c'est un petit retour en arrière. Si vous revenez il y a 30, 40 ans, dans un ménage, généralement, on avait un véhicule. Et les autoroutes qui avaient été créées à ce moment-là, eh bien, étaient composées de 2 bandes de circulation. Et puis, dans les ménages, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a eu 2 véhicules, voire 3 véhicules, hein, un véhicule pour les enfants. Et il a fallu donc adapter le réseau routier, passer d'autoroutes de 2 bandes vers 3 bandes, voire 4 bandes, pour décongestionner ce réseau routier. Alors, est-ce qu'on a des alternatives en matière de réseau de communication ? Eh bien oui.
Et c'est avec le LiFi l'utilisation de la lumière. Donc le LiFi, c'est l'abréviation de Light Fidelity. Alors, de nouveau, un petit retour en arrière. L'utilisation de la lumière, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si on revient au 19e siècle, Alexander Graham, en 1880, avait commencé à moduler la lumière solaire pour pouvoir transporter du bruit. En fait, c'était le premier radiotéléphone. Alors, pour l'utilisation de la lumière en matière de connectivité, il a fallu attendre les années 2000 et la maturité de l'éclairage LED pour pouvoir expérimenter cette technologie. Alors, ceci, c'est un petit graphe qu'on a déjà vu dans la présentation d'Emmanuel précédemment. Donc, il reprend un peu le spectre électromagnétique, donc pour vous situer un peu où se trouve le LiFi. Et donc, ce qu'on voit sur la gauche du slide, c'est tout ce qu'on va utiliser pour les protocoles sans fil, hein, les ondes radio. Et puis, de l'autre côté, tout ce qu'on utilise dans le monde médical, dans le monde nucléaire, tout ce qui est rayon X, rayon gamma. Et puis se trouve au centre la lumière visible, le spectre optique. Et c'est ce spectre optique que nous allons utiliser pour le LiFi. Alors le LiFi, c'est quoi? Eh bien, c'est un moyen de communication sans fil qui est bidirectionnel, qui va fonctionner à très haute densité sans être dépendant de la bande passante. Et pour cela, on va utiliser de l'éclairage LED. Alors, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement, de manière très simple, en fait, on a une lampe LED sur laquelle on va ajouter un petit driver, et ce petit driver va faire scintiller l'ampoule plus d'1 million de fois à la seconde. Alors ce scintillement n'est pas perçu par l'œil humain, mais ce scintillement, cette modulation, va transporter toute une série de 1 et de 0. On est dans du binaire. Et puis, à l'extrême, on a un device, hein, un téléphone portable, un PC, qui va réceptionner tous ces petits 1 et ce 0, et à l'aide d'un petit software, on va traduire ce langage dans un langage compréhensible par l'être humain. Alors, au niveau de l'applicatif, pour le LiFi, on a deux types d'applications. On a ce qu'on appelle le LiFi unidirectionnel. C'est une simple ampoule LED sur laquelle on met cette carte qui fait scintiller l'ampoule. Mais par contre, elle va mettre à disposition un contenu en fonction d'une géolocalisation bien précise. Et donc, on utilise le spectre visible de la lumière. Et puis, à côté de ça, on a le LiFi bidirectionnel, où on va pouvoir avoir accès donc à une connectivité Internet. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui un dongle. Hein, donc, c'est cette petite clé USB qui va permettre de réceptionner le flux lumineux et qui va permettre de renvoyer de l'information. Alors, pourquoi on utilise ce petit dongle aujourd'hui? Il y a un standard LiFi qui est occupé à se mettre en place. Hein. Il y a un groupe de travail qui est occupé depuis plusieurs années. Un standard, c'est quoi? C'est comme le standard Wi-Fi, le standard 4G. Vous rentrez à la maison, votre téléphone bascule sur le Wi-Fi, et lorsque vous sortez à l'extérieur, ça bascule sur la 5G. Alors, si on revient 10-15 ans en arrière, nos PC portables où on n'avait pas de manière native la fonctionnalité Wi-Fi, on mettait ce petit dongle pour pouvoir avoir une connectivité en 2G. Donc il y avait une petite carte à l'intérieur de ceci qui nous permettait de surfer lorsqu'on n'était pas câblé, surfer sur Internet, donc sans fil, on va dire. Et donc aujourd'hui, voilà, nous utilisons ce petit dongle. Une fois que ce standard sera mis en place, eh bien, ça sera implémenté de manière native dans les PC et également dans tout ce qui est smartphone. Alors, quand on parle de LiFi, quels sont les avantages? Eh bien, tout d'abord, on n'est pas là pour venir remplacer d'autres protocoles, mais on est complémentaire pour toute une série de cas d'usage. Tout d'abord, par rapport à la sécurité. Donc, le fait d'utiliser la lumière visible, on a une certaine sécurité physique. Il faut être présent en dessous de la source lumineuse dans un périmètre de 10 à 12 mètres carrés pour avoir accès à l'information. Donc, la lumière ne traversant pas les murs, si j'ai quelqu'un derrière une porte, il n'a pas accès à ma donnée. Et donc, dans le milieu, par exemple, industriel, le secteur bancaire, où on peut avoir des données qui sont sensibles, eh bien, c'est une bonne alternative. En matière d'ondes radio, d'interférences, on sait qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles aux ondes électromagnétiques, hein, notamment qui coupent par exemple le Wi-Fi la nuit à la maison. En matière d'interférences également, on sait que par exemple dans le monde médical, les ondes radio ne sont pas non plus les bienvenues pour
dans certaines zones. Et donc, par rapport à ces ondes radio, avec le Li-Fi, nous utilisons les ondes du spectre optique, et donc nous diminuons ces ondes électromagnétiques. Donc, ça peut être aussi une bonne alternative pour tout un secteur d'activité. On verra quelques exemples par après. En matière de rapidité, de stabilité, de fiabilité, oui, le fait de se trouver en dessous de la source lumineuse, on reçoit plus vite l'information. On a un réseau qui est stable et qui est indépendant justement de la bande passante. En matière d'écologie, voilà, ce n'est plus à prouver. On sait que l'éclairage LED, c'est une économie d'énergie. Si en plus de ça, on supprime toute une série de routeurs qui permettent de diffuser les différentes ondes, eh bien, on a une certaine économie. Et puis en matière de géolocalisation, navigation, on a une précision jusqu'à 10 cm près, et donc ça nous permet d'avoir toute une série de cas d'usage qu'on verra également par la suite. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que le Li-Fi peut être le meilleur compagnon indoor de la 5G? Donc, pour tout ce qui est cas d'usage en intérieur, voilà, quand on regarde un petit peu sur ce graphe, on voit les différentes technologies avec, d'une part, jusqu'à quelle distance on peut obtenir des informations d'un réseau et avec quelle vitesse. Et on voit que le Li-Fi se positionne très bien, pas très loin du Wi-Fi en matière de rapidité. Et par contre, au niveau de la distance, voilà, il faut être dans un périmètre de 10 à 12 mètres carrés. Donc pour certains cas d'usage, ça a toute une valeur ajoutée. Et donc ça va permettre justement de pouvoir décongestionner ces réseaux qui sont surchargés. Alors maintenant, on a parlé beaucoup de théorie. Qu'en est-il des cas pratiques? Et donc, quels sont les cas que nous avons mis en lumière? Alors, il y a maintenant plus ou moins, il y aura bientôt 2 ans, avec la ville de Marchand-Famenne, donc qui nous accueille aujourd'hui au WEX. Marchand-Famenne, c'est une ville touristique avec un patrimoine historique, culturel. Il y avait une balade en fait qui mettait en avant cet aspect culturel, et qui s'appelait la balade intramuros. Alors, cette balade, on allait à la maison du tourisme, on recevait un petit folder, et pendant 1h30, on faisait cette balade autour de la ville, et on avait des informations en fonction des différents endroits où l'on se trouvait. Marchand-Famenne, c'est une ville qui a beaucoup de sculptures, beaucoup de statues, et puis en présentant cette technologie, on a réfléchi avec les autorités communales, et on s'est dit, comment on pourrait utiliser la technologie du Li-Fi, comment on pourrait la mettre en avant? Eh bien, on a créé la balade des statues, et pour cela, on a installé 13 réverbères autour de la ville. Et il y a une application mobile qui a été créée avec du contenu, donc on a travaillé avec plusieurs partenaires, notamment pour le contenu avec TVLux, pour tout ce qui était de l'applicatif et les autres contenus, on a travaillé avec différents services de la ville de Marchand-Famenne. Et aujourd'hui, en fait, le touriste arrive à la maison du tourisme, à la place de cette petite brochure, eh bien, il va recevoir cette tablette. Lorsqu'il va arriver près d'un point lumineux, il va le déclencher avec la tablette. Alors, on est dans des économies d'énergie, on est dans du LED. Ce n'est pas non plus le but de laisser ce luminaire allumé toute la journée. Et donc, on le déclenche avec la tablette. Et puis, en fonction de la géolocalisation de l'endroit où on se trouve, eh bien, on reçoit un contenu. Alors, cette balade, c'est une balade familiale. Et donc, on a mis différents types de contenus. Il y a des petits jeux pour les enfants, mais il y a du contenu plus historique avec des vidéos, des photos, du texte. Et lorsque les personnes donc, ont terminé la balade, il y a un petit questionnaire de satisfaction pour voir comment ils ont trouvé cette expérience. Et les prochains événements, en fait, sont annoncés à la fin de la visite. Et puis, cette tablette retourne à la maison du tourisme et les données sont renvoyées vers un serveur. Donc, ils vont pouvoir être exploités par la ville. Alors, ces données, c'est comment l'utilisateur a fait sa balade, combien de temps il est resté près d'un point lumineux, est-ce qu'ils ont tous été déclenchés, combien de temps, par exemple, entre 2 points lorsqu'on est sur la Grande Place, et donc on peut en conclure que les gens se sont arrêtés, prendre un petit verre, prendre un repas sur la place. Et donc toutes ces données, ensuite, peuvent être combinées avec d'autres informations externes, comme la météo, comme par exemple les congés scolaires, les congés blancs, et ça permet donc de donner une valeur ajoutée à la ville. Alors, ce qu'on a fait à Marchand-Famenne, c'est quelque chose qui peut être répliqué dans n'importe quelle ville,
Mais si on veut aller plus loin, on pourrait utiliser, donc aujourd'hui, on a tout un réseau d'éclairage qui est déjà mis en place. Si on équipe cet éclairage justement en prenant l'opportunité qui est mise en place aujourd'hui du passage vers le LED, de pouvoir équiper ces luminaires de l'IFI, on pourrait proposer toute une série d'autres services aux citoyens. Donc on en a parlé précédemment avec la 5G. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes villes qui utilisent le Wi-Fi for You, donc qui a été subventionné par l'Europe. Mais justement, voilà, pour décongestionner ces réseaux, on pourrait utiliser l'éclairage public. On parle aussi de plus en plus de véhicules connectés. Vous prenez Renault, par exemple. L'éclairage d'un véhicule aujourd'hui, c'est du LED. Renault travaille pour pouvoir faire communiquer ces véhicules entre eux grâce à cet éclairage. On pourrait se dire que dans quelques années, votre véhicule communiquerait avec le réseau qui est mis en place d'éclairage et vous indique quels sont les parkings qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des embouteillages ou pas, et donc voilà, avoir aussi au niveau de la mobilité d'autres solutions. À côté de ça, vous êtes touriste, vous arrivez dans une ville, vous pouvez recevoir toute une série d'informations. Quels sont les musées, quels sont les bons petits restaurants, vous êtes le citoyen dans une ville, voilà, quels sont les horaires de l'administration communale, les horaires de bus, les horaires de train. Il y a aujourd'hui un test qui est fait à la station RER à Paris, à la station de la Défense. Et ce test, c'est quoi en fait? Il y a une application qui a été mise à disposition des personnes malvoyantes. Et le but, c'est que ces personnes puissent naviguer dans la station sans l'aide d'un accompagnateur. Et donc, disent, je veux aller par exemple à la station Georges V, on vous amène jusqu'à la station, jusqu'à la bonne rame pour prendre votre métro. Alors, quand je parlais tout à l'heure de précision 10 cm, voilà, ce cas d'usage, on doit avoir cette précision. Et donc, aujourd'hui, dans un monde où on a de plus en plus de données, voilà, l'éclairage public peut être un nouveau moyen de communication pour pouvoir donner toute une série d'informations au public, mais également avoir une valeur ajoutée pour les villes et communes. Un deuxième cas d'usage, on en a parlé ce matin donc, lors des précédentes conférences, et il y aura notamment après celle-ci des conférences sur l'école numérique. On sait que surtout maintenant, avec le Covid, les écoles sont passées de plus en plus avec de la connectivité numérique. Alors avant, ce qui se passait dans les écoles, c'est qu'on avait des tableaux interactifs qui étaient mis à disposition pour diffuser un contenu. Et bien aujourd'hui, ça s'accélère. Dans les écoles, on a en plus des PC portables, on a des tablettes, et ça, c'est vraiment l'école de demain. Alors pour pouvoir connecter tout ce matériel informatique, il faut avoir une bonne connectivité qui soit stable, rapide, fiable et en toute sécurité. Si je reviens par rapport aux avantages que j'ai donnés précédemment avec le Wi-Fi, le fait d'utiliser le spectre optique et non pas les ondes électromagnétiques est une bonne alternative par rapport à ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment avec le Wi-Fi. Alors, en Belgique, et donc ça a été rappelé juste avant, c'est qu'on respecte les normes et on est même en dessous de ce que l'Europe nous propose. En France, vous prenez par exemple la loi Abeille qui a été mise en place en 2015. C'est une loi en fait qui dit que voilà, tout ce qui est environnement où on a des enfants de moins de 3 ans, donc typiquement les crèches, eh bien, le Wi-Fi est interdit. Pour tout ce qui est enseignement primaire, c'est très réglementé. Donc l'enseignant va utiliser le Wi-Fi au moment où elle en a besoin pour diffuser son contenu, et puis elle doit le couper. Pourquoi cette loi? Parce qu'il y a depuis plusieurs années des études de l'OMS qui disent que les ondes électromagnétiques sont potentiellement néfastes pour la santé des enfants en pleine croissance. Alors, ce n'est pas prouvé à 100%. C'est peut-être un peu comme la cigarette, il y a 40-50 ans, on savait que c'était mauvais pour la santé, mais on connaît aujourd'hui les effets. Alors, la France applique tout simplement le principe de précaution. Alors, en Belgique, donc, on respecte les normes. Malgré ça, il y a plusieurs bourgmestres qui sont interpellés par leurs citoyens, et notamment le bourgmestre de la ville de Wans, qui lui aimerait que dans le futur, toutes ces écoles ne soient plus équipées de Wi-Fi, mais d'autres solutions qui permettent justement de réduire ces ondes électromagnétiques. Et donc, avec la ville de Wans, dans le village de Bassois, donc qui dépend de la commune de Wans,
Nous avons mis en place l'année passée la première école LiFi en Belgique. Et donc, il y a 12 classes dans cette école qui fonctionnaient en Wi-Fi pour alimenter les tableaux interactifs. Eh bien, on a supprimé le Wi-Fi. Et dans chaque classe, il y a un point lumineux comme ceci, qui a été installé au-dessus du bureau de l'enseignant. Et l'enseignant, quand il utilise son PC pour diffuser du contenu sur un tableau, utilise le LiFi. Alors, il y avait aussi une petite problématique dans cette école, c'est que la connectivité n'était pas stable. Si vous étiez dans les premières classes, ça fonctionnait bien. Une fois qu'on allait plus loin, ça fonctionnait moins bien. Aujourd'hui, les enseignants sont contents parce qu'ils ont une connectivité qui est stable dans chaque classe. Alors, ça, c'est dans le cadre où on doit réutiliser de l'éclairage. Et donc là, on avait travaillé avec notre partenaire Signify. Dans le cas où on n'a pas besoin d'éclairage LED, on a des nouvelles solutions qui sont également en place aujourd'hui, qui sont le fait d'utiliser un access point. Donc avec notre partenaire OLEDcom, on déploie aujourd'hui dans les écoles une solution où on n'utilise plus la lumière visible, mais la lumière invisible. Et donc, on installe ces petits access points dans la classe qui vont connecter les tablettes, les PC des étudiants. Et donc, ça nous permet, non pas comme ce que nous avons fait à WANS, d'avoir un point, mais d'avoir une connectivité générale dans toute la classe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage? Oui. Dans tout ce qui est espace public, tout ce qui est espace de coworking, voilà. Si vous voulez avoir une salle de réunion où l'information, on a une sécurité des données, c'est une bonne alternative. Dans tout ce qui est espace public, pour donner une connectivité aux citoyens lorsqu'ils se rendent à l'administration, voilà. On a des solutions qui permettent de pouvoir donner cette connectivité. En matière de soins de santé, tout ce qui est hôpitaux, les maisons de repos, voilà, on sait que les ondes électromagnétiques, c'est pas top avec tout ce qui est matériel médical. Vous pouvez faire un petit test à la maison, hein. Vous mettez un micro-ondes et vous mettez un babyphone, vous allez voir, il y a des interférences. Eh bien, on a la même chose avec le matériel médical. Alors pour éviter cela, le LiFi, c'est une très bonne alternative. Alors, on est également occupé à faire un test avec la maison de repos qui dépend du CPS, donc ici à Marche-en-Famenne. On a installé quelques points d'accès et les infirmières, lorsqu'elles encodent les soins qui sont donnés aux résidents, ça se fait en LiFi. Elles ont directement accès au dossier du résident. Et puis, en matière de géolocalisation, si on installe cette petite carte LiFi sur chaque éclairage LED de l'hôpital, aujourd'hui, à la place de suivre la ligne verte ou jaune qui est au sol lorsqu'on veut se rendre de l'accueil chez un médecin, avec une petite application, je vous amène d'un point A vers un point B, de nouveau grâce à cette précision de 10 cm. Et puis voilà, un dernier exemple, c'est dans le milieu industriel. Hein, on sait aussi qu'il y a des zones sensibles qui peuvent être sensibles aux interférences. Donc voilà, de nouveau une bonne alternative pour la sécurité des données également en certains sites industriels. Au niveau de la géolocalisation, pour tout ce qui est logistique, voilà, nous avons de bonnes alternatives. Et donc, en fait, pour conclure, dans un monde qui va toujours de plus en plus vite, qui demande de plus en plus de connectivité, la lumière, le LiFi vont aider les villes à déployer de nouveaux services pour les citoyens, donc notamment grâce à la fiabilité, à la stabilité du réseau, grâce à la sécurité des données. On n'a pas d'interférence, on réduit fortement les ondes électromagnétiques, donc c'est plus simple pour les citoyens, indépendant des antennes et libre de licence. Et donc, le LED, c'est aussi des économies d'énergie et surtout une diminution du CO2. Voilà. Alors, juste pour terminer, par rapport donc, au premier slide où on montrait un petit peu les différents protocoles sans fil, on voit que le LiFi aujourd'hui a sa place dans cet écosystème. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, surtout même plus tard, vous n'hésitez pas. Mais écoutez, M. Gelpi, il y a déjà des questions arrivées de la part de nos internautes. Première question, en extérieur, s'il y a trop de soleil, le capteur ne risque-t-il pas d'être aveuglé et incapable de communiquer ? C'est une très, très bonne question. Alors, ce qu'on a fait justement à Marche-en-Famenne, donc dépendant du device qu'on va utiliser, du téléphone par exemple qu'on va utiliser ou de la tablette, les nouvelles générations, voilà, on a des caméras qui sont beaucoup plus performantes. Ce que nous avons fait à Marche-en-Famenne pour éviter justement d'avoir cela, c'est qu'on a utilisé donc
ce petit dongle en miniature qu'on a intégré dans la tablette justement pour ne pas être perturbé par le rayonnement du soleil. Mais voilà, ça diminue maintenant fortement au fur et à mesure des années parce que les téléphones sont de plus en plus performants au niveau des caméras. Et ce que j'expliquais tout à l'heure avec le standard, c'est qu'il y a aussi un opérateur déjà Oppo, donc qui est quand même un des fournisseurs principaux aussi en téléphonie, qui a déjà breveté l'intégration de ce petit dongle dans son futur téléphone, une fois que le standard sera mis en place, et donc voilà, pour permettre justement d'être moins perturbé par le rayonnement du soleil. Alors, une autre question d'un internaute qui nous suit cet après-midi. Est-ce qu'il existe déjà des devices récepteurs compatibles avec le Li-Fi, pardon ? Alors, au niveau du device proprement dit, on en connaît un aujourd'hui, c'est au Royaume-Uni. Il y a une société donc, dans le secteur industriel qui a intégré donc, déjà ce dongle directement dans sa tablette. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise encore ce dongle. Pourquoi ? Parce que, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, hein, avec le standard Wi-Fi, avec le standard 4G, il faut attendre que le standard soit déployé pour que les fournisseurs de téléphones, de PC implémentent de manière native cette fonctionnalité dans leur matériel. Question sonnante et trébuchante. Quel est le coût par lampadaire ? Alors, je pense que j'aurais hésité à venir vous voir il y a 4-5 ans parce que les prix étaient extrêmement chers. Aujourd'hui, on a divisé les prix par, on va dire, 5-6 fois. Alors aujourd'hui, pour un luminaire, ça dépend un petit peu des technologies, mais on est aux alentours de 500-600 euros. Ça dépend un petit peu de la technologie qu'on veut mettre en place, mais on voit qu'au fur et à mesure des mois qui passent, les prix continuent à chuter, malgré qu'on ne soit pas encore dans un marché complètement démocratisé. Quel est le rôle d'Engie par rapport au Li-Fi et quelle est sa volonté de le développer ou de contribuer à son développement ? Alors, au niveau du rôle d'Engie, donc ce qu'on joue comme rôle, c'est le rôle d'intégrateur. Donc, depuis plusieurs années, on a mis en place des partenariats. Donc, je citais tout à l'heure avec Signify, avec OLEDcom. Notre but, c'est que chez Engie, on a différentes compétences, on a différents métiers. Par exemple, la marche en Famenne, c'est nos entités d'Engie Solutions qui ont mis en place le réseau les luminaires qui ont été installés, on est capable de faire de la maintenance et puis on a aussi des entités qui sont capables de développer des applications, qui sont capables d'exploiter de la donnée et donc on veut vraiment jouer le rôle d'intégrateur. Et puis on a aussi tout ce qui est, on va dire, relampage, le fameux relighting, le passage au LED, et bien Engie joue un rôle aussi important par rapport à ça. Et donc ça va aussi dans ce sens de non seulement apporter du relighting, mais d'apporter un relighting intelligent, qui va pouvoir proposer d'autres services en plus que la lumière. Et alors, pour terminer, voilà, ce relampage, ça va aussi avec notre stratégie qui est le carbone neutre. Eh bien, merci, Monsieur Gelpi. L'expérience de Wans va peut-être nourrir aussi le débat qu'on aura dans 3 quarts d'heure environ maintenant, à 16h, à partir de 16h, un peu plus que 3 quarts d'heure. Donc à 16h, nous nous retrouverons pour la dernière thématique de la journée, l'école post-Covid. Sera-t-elle plus smart qu'avant ? Merci à M. Gelpi et merci à nos 2 autres interlocuteurs d'avoir participé donc à cette séance, je pense, très riche en informations sur la 5G. On se retrouve à 16h autour de l'école numérique.